Midi chaud en Konsamba 2e, village Bonango, quartier Ekantimbeng. Maman Anastasie accusée d'avoir transformé un enfant en poule. Attends, vous commencez, vous êtes allé? Je suis allé au champ chercher mon fils. Je suis arrivé au Boiri là-bas. J'ai vu comment celle-là est en haut là pour pleurer. J'ai dit que la France, il faut nous j'ai porté mon fils, je suis arrivé là-bas, on demandait que la fille s'y pleure quoi. Elle disait pas, elle parlait, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Je suis montée pour aller vendre chez la maman qu'elle achète le puits. Je suis allé rester là-bas jusqu'à en quittant. J'ai vu comment on monte le bas. Là, voilà. J'ai vu comment on commençait à me touquer. Je dis que je fais quoi? Tout le monde dit que je suis arrivé ici avant qu'on me dise qu'on a dit que j'ai transformé l'enfant en poule. C'est ici que je suis au courant de ça. Je dis que je ne connais rien. Je suis à lui, je dis qu'attends. Selon les premiers témoignages, le seul contact entre la maman et l'enfant serait qu'elle aurait demandé à celui-ci de lui donner son plastique qui traînait au sol alors qu'elle avait son fardeau d'un cuit sur la tête. Le petit sur le chemin avec sa grande sœur revenant de l'école. Celle-ci, par distraction, l'aurait perdu de vue et lancé l'alerte en accusant la maman en question. L'enfant nous présente un trousseau de clés qu'il sort de la maison. Donc tout juste c'est une fraction de seconde de distraction de la part de sa sœur et l'enfant a pris la clé des tempêtes pour aller à la maison s'échanger. S'il n'était pas la force de l'ordre et le commandant de la brigade de Konsamba 2e et certaines populations de Bonango, cette maman serait passée d'une vie à trépas. Tout ce que je peux dire, je remercie sincèrement le commandant et ses éléments pour le bon travail et certains hommes de Bonango pour leur civisme d'avoir tout fait pour que les choses ne se passent pas comme certaines personnes voulaient. Prise en captivité, l'intervention des forces de maintien de l'ordre vont calmer le jeu et l'affaire portée à la brigade de gendarmerie de Cantimbeng où il en sort une méprise, un malentendu. Bon, après enquête, c'est juste c'est une histoire, c'est une illusion en fait, c'est une désinformation parce que la maman, il n'y a aucun problème avec elle. Les soi-disant poules qui ont été transformées sont bien là. L'enfant qui ont dit qui a été transformé est là. Moi je pense que ça a été une incompréhension, une distraction de la part de l'aîné de cet enfant. Donc l'enfant est là, le poulet est là. Si l'enfant n'était pas là et le poulet était là, moi-même personnellement, j'aurais dû croire à cela. Mais actuellement, nous ne pouvons pas croire parce que c'était du bluff. Cet incident relance le débat sur la vulnérabilité et la maltraitance des personnes âgées dans notre société, souvent indexées à tort ou à raison et victimes des rumeurs ou croyances, souvent infondées comme ce dernier cas sur des pratiques de sorcellerie. Le courant ne passe plus entre les chefs traditionnels pôles de l'arrondissement de Dimako et le sous-préfet. À l'origine, le soutien est conditionnel de l'autorité administrative à l'endroit du chef du village de Tahat qui aurait détourné 600 feuilles de tôle destinées au projet de développement. Nous avons eu un partenaire, la STBC, Foku, qui a entamé une exploitation forestière. Dans le cadre de la réunion d'information, la STBC nous a gratifié de 5000 feuilles de tôle. Nous avons partagé le tôle dans tous les 10 villages concernés par cette exploitation. Il était donc resté 1500 feuilles de tôle pour les projets intra-villages. Nous avons pu utiliser 900 feuilles de tôle pour la construction du lycée de Grand Pôle ainsi que le centre de santé intégré de Petit Pôle. Il restait donc au magasin 600 feuilles de tôle. Lorsque nous avons renoué avec la construction des micro-projets inter-villages, au moment d'aller prendre les tôles, nous avons constaté au grand désarroi que les 600 tôles restants ont disparu. C'est fort de cela que le collectif des chefs traditionnels pôles, l'arrondissement de Dimako, se sont réunis et allés à la rencontre de Sa Majesté Tanque, chef du village Tahat, le présumé détourneur. Notre collègue nous a donné un délai de 14 jours. Nous sommes repartis dans les 14 jours. Nous n'avons pas connu de suite. Nous lui avons donné un moratoire de 6 mois. Les 6 mois sont passés. Il a daigné donner suite
à cette revendication. Malheureusement, lorsque nous avons saisi la justice, le sous-préfet de Dimako s'est interféré. En date du 21 octobre dernier, une délégation des chefs traditionnels pôles et président du comité de développement a été reçue par le préfet du Oignon, Joseph Bertrand Maché. Mais loin d'apaiser les tensions sociales, le préfet aurait qualifié l'affaire de politique. Nous sommes allés rencontrer le préfet 2 fois de suite. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est trouvé comme solution. On demande et puis la préfecture d'Abomban croyant que le préfet devait trouver un moyen de solution et puis jusqu'à présent nous sommes sans suite. Nous avons insulté, humilié et ridiculisé. Nous prions qu'avec le pouvoir de notre président, cette fois-ci qu'il écoute nos voix, nous les pôles nous sommes vraiment marginalisés. Les chefs traditionnels pôles de l'arrondissement puis le chef de l'État, son excellence Paul Biya, de leur venir en aide pour une solution définitive pour le développement de leur localité. Au lendemain du scrutin du 12 octobre dernier, les gouverneurs se retrouvent à nouveau dans le cadre de la seconde conférence semestrielle des chefs des régions pour le compte de l'année 2025. Ceci sous la houlette de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Si pendant cette période électorale, le MINAT dénonce des velléités d'insurrection, il a tout de même rappelé que ces élections se sont déroulées en toute transparence et crédibilité. Le scrutin présidentiel était crédible et transparent, organisé dans un environnement sécurisé. Malheureusement, après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, certaines localités du pays ont enregistré des actes de violence, de vandalisme, de destruction des biens publics et privés. Ces actes criminels faisaient partie d'un vaste plan insurrectionnel ourdi par les ennemis de la République avec à leur tête le candidat mauvais perdant, aujourd'hui fugitif. Au lendemain d'une tournée dans quelques régions, Paul Atangandji a précisé que le calme est revenu sur l'ensemble du territoire national. Le calme et l'ordre règnent sur l'ensemble du territoire national. Désormais, les populations vaquent librement à leurs occupations. Au final, le bilan de ces troupeaux électoraux est dressé ainsi qu'il suit. Un assaillant décédé dans la région de l'Ouest, 3 assaillants décédés dans la région de l'Est, 3 assaillants décédés dans la région du Nord, 9 assaillants décédés dans la région du littoral, 4 personnes décédées piétinées dans la région du littoral. Par contre, dans la région de la Damawa, il n'y a pas eu de décès. Dans la région de l'extrême nord, pas de décès non plus. Les assaillants, environ 1243 interpellés en flagrant délit de pillage en bande, d'actes de vandalisme, d'incendie des édifices publics et privés, ainsi que les co-auteurs et complices répondront des atrocités commises devant les tribunaux compétents. Désormais, pour Paul Atangandji et les gouverneurs de région, l'heure est au maintien de l'ordre pendant ces fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Ici comme ailleurs, des mesures devront être prises en vue de lutter sans faiblesse contre ce phénomène de drogue qui tend à prendre de l'ampleur sur l'ensemble du territoire national avec une percée inquiétante dans les établissements scolaires et universitaires. Autorité administrative et maintien de l'ordre en période post-électorale, tel est le thème qui sous-tend cette rencontre des gouverneurs à Yaoundé les 25 et 26 novembre. Lecture et partage du contenu de la circulaire du président national, présentation des dispositions qui régissent l'élection des conseillers régionaux délégués, leur mission et les réalisations des conseillers régionaux délégués sortants dans le département du Noun, aussi la contribution des 17 conseillers régionaux délégués du Noun pour un conseil régional de l'Ouest plus utile à la population. Ensuite, les instructions sur les règles de vote, la présentation des candidats et la remise du matériel de campagne.
Sur les 17 conseillers régionaux délégués du NUN, le président national de l'Union démocratique du Cameroun a non seulement offert 3 postes à Massangam, la liste du parti, est conduite par Fopo Aboubakar, par ailleurs, maire de la commune de Massangam. Nous sommes engagés, nous visons un objectif, l'objectif de gagner toutes les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Maïno Patricia Nanda, qui est le président national de l'Union démocratique du Cameroun, a bien voulu honorer Massangam. Ce n'est pas moi qu'on a honoré, c'est Massangam qu'on a honoré de porter la liste de l'Union démocratique du Cameroun au Conseil régional. L'équipe A de campagne conduite par le maire de Koutaba, Ibrahim Koutaptou, est descendue pas pour convaincre, mais juste pour rappeler le respect de l'éthique prônée par le parti. Le parti du Cameroun est un parti de l'éthique. Nous avons travaillé sur cette éthique parce que nous voulons que le résultat au soir du 30 novembre 2025 soit à 100%. Et les conseils régionaux, les conseils municipaux de la commune de Massangam respectent cette idéologie et ce principe. Donc, ils vont élire la liste de l'Union démocratique du Cameroun. Ils ne vont pas aller ailleurs. Les conseillers municipaux de la commune de Massangam ont rassuré un vote à 100%, soit 23 sur 23 électeurs en initiant eux-mêmes une prestation de serment. De la pépinière à la tasse, c'est le thème de la première édition de la fête du café. Nous sommes en 2009. La coopérative agro-industrielle du NUN et son président, le docteur Daboudam Djouya, posaient déjà la question des chaînes de valeur. Puis en 2010, avec la femme à l'œuvre dans le café. 2025, nous sommes à la 17e édition. Quel bilan? La femme aujourd'hui est exportatrice, elle est transformatrice, elle est productrice, elle ne travaille plus seulement pour le compte d'un propriétaire. Et donc, nous sommes sur le chemin de la production en qualité et en quantité. L'édition 2025 consacrée à l'état des lieux de la place des femmes dans le café au Cameroun a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Cameroun qui a apprécié aussi les installations des moines de Koutaba, membres de la Copagro. Rappelons que les premiers plants de café camerounais dans les années 1900 étaient venus de l'Indonésie. Puis avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Indonésie, qui a accepté notre invitation, qui est venu et nous a présenté son grand pays, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup comme similitudes. Les producteurs femmes ont étayé le public sur le thème. Il ressort des exposés que les jeunes ne s'intéressent pas au café, même si sur le panel on en a vu très engagés. La jeunesse continue de fuir. Pourtant, il faut se rapprocher. Le MINADER, le ministre, se bat pour que le café reprenne vie. Le CICC se bat. Il y a la formation des jeunes. Mais où est la jeunesse? On ne les voit pas. Le ministère de l'Agriculture y était représenté. Vous savez, la femme a toujours été mise à l'écart dans ces cultures de rente. Elle a toujours été utilisée comme la main-d'œuvre. Mais le ministre, à travers le point focal genre, milite vraiment pour que les femmes puissent intégrer les chaînes de valeur. On a eu la communication du président de la CRAM, le Café Olympique, dont les meilleurs ont été primés aussi par le partenaire PAF Café. Le projet Clé en main, le CICC sont entre autres partenaires. Le NUN produit les 2 types de café. Il peut ainsi contribuer à l'atteinte de la production nationale 2025 de 17 000 tonnes. On en a eu 10 000 tonnes en 2023-2024, soit une baisse de 25%. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has opened the second biannual conference of regional governors at the Yaoundé City Hall with a clear message of ensuring order, responsibility and stability across the national territory. Speaking under the theme, Administrative Authority and Maintaining Law and Order in the post-election period, the minister reaffirmed that the 12 October presidential elections was peaceful, credible and transparent as confirmed by national and international observers. He continued by condemning the post-election violence sparked by a defeated candidate, describing it as a well-planned rebellion that has failed.
Minister Tanganji used the occasion to praise the professionalism of defense and security forces who maintained calm despite multiple provocations. Once again, it is important to congratulate the forces of defense and security under the supervision of administrative authorities who did a wonderful job during the presidential elections. Order was restored in time in some regions where criminals and bandits, cautioned by the irresponsible candidate, perpetrated acts of vandalism and looting on public and private investments. These criminals, as well as their ringleaders, will pay for all the crimes committed during and after the presidential election. Governors taking part in this conference confirmed that activities are back to normal in their areas of command. He also reminded political actors and the public that state authorities is non-negotiable. Really, we want to confess here that after presidential election, some chaos have been observed, and now today calm has come back. Serenity is at the corner, and the population now is ready to embark on their daily activities. For now, it has no reason for alarm. Everything is under control. The security situation is masterminded by the forces of law and order from instructions of the administrative authorities. We have done everything possible for people at the end of year to feast and pass the end of year activities under good conditions. After the results, they accepted and they are there taking care of themselves, following their various activities. The population in the rural area are busy with their activities. Farming, the fishermen are there, and the various workers in CDC, in Pamol, in the port, they are there, expressing their happiness, the head of state. Looking ahead of November 30 regional elections and the end-of-year festivities, the minister instructed governors to reinforce vigilance, secure voters and election personnel and tackle threats such as crime, terrorism and the growing abuse of drugs among young people. When priests become prey and churches fall silent, it is clear that the Anglophone crisis has crossed the dangerous threshold, striking at the very soul of the community. For months, fear and uncertainty have settled over the Archdiocese of Bamenda, where the sacred space of worship has increasingly become a target. A troubling wave of kidnappings have gripped the northward region of Cameroon, leaving priests and faithful exposed to a violence that spared neither the innocent nor the spiritual. Archbishop Andrew Nkea has repeatedly denounced this alarming trend, which reflects both the escalating insecurity in conflict zones and the manipulation of religion within the Anglophone crisis. On November 14, 2025, 6 Catholic priests and 1 lay faithful were abducted in Babawan community within the Archdiocese of Bamenda. 5 of the priests have since regained their freedom, but 1 Father John Berunyu remains in captivity, according to Archbishop Nkea. The kidnapping is believed to be the work of armed groups operating in the region, with some media outlets pointing to alleged separatist fighters as perpetrators. In response to this ongoing threat, the Subdinery has issued a firm ultimatum: if Father Berunyu is not released by November 26, all churches in the Dinari will close their doors. This disturbing incident sends a powerful warning. The Anglophone crisis is deepening, expanding beyond the battlefield into criminal and spiritual sphere. It raises urgent questions. How can those who dedicate their lives to serving others be protected in such a climate of violence?
What pressure can be exerted to compel armed groups to stop targeting the clergy? And above all, how can a genuine peace process be revived so that faith is no longer manipulated as a tool in a political conflict? As the community prays for the safe return of Father Berinu, one truth is painfully clear: peace can no longer be postponed. Without it, no sanctuary is safe and no voice of faith is beyond the reach of violence. The country's 10 regions each have a regional council designed to act as the main deliberative body for cultural, economic, social and development issues. Each council is made up of 90 members, elected for a 5-year term through an indirect voting system. 70 of these members are divisional delegates chosen by municipal councillors, while the remaining 20 represent traditional rulers and are elected by their peers. The councils are also required to reflect the social and gender diversity of each region. Once in office, councillors elect a president who serves as the head of the regional council and leads decision-making activities. These councils play an important role in Cameroon's decentralization agenda, serving as decision-making bodies between the central government and local councils. Their areas of responsibility include education, health, cultural development, and economic planning. Members of parliament from each region may join in discussions, but only in an advisory capacity. But despite their constitutional mandate, the full implementation of regional councils has been slow. For many years, Cameroon's regions were primarily governed by presidentially appointed governors, limiting the influence of these elected bodies. The Electoral Code in Section 258 states that the divisional branches of Elections Cameroon shall draw up an electoral list comprising members of the 2 electoral colleges. The 2 electoral colleges, as prescribed by the law, are delegates of divisions elected by indirect universal suffrage and representatives of traditional rulers elected by their peers. President Paul Biya called the electorate to participate in what will be the country's second regional election on November 30, 2025, following the first in 2020. The CPDM Mungo North 1 section, specifically the Konsamba 1 Municipal Council, has nominated Mohamed Lilian as a candidate for the regional council elections scheduled for November 30th, 2025. We will work with the collaboration of the Konsamba 1 Council. Let them give us the documents. We will go out there and do our best. During this period, I would like you people to give me 6 months. I think in 6 months' time, I can come out with a balance sheet. This marks his second consecutive candidacy and he is expected to present himself to the municipal voters and to discuss his accomplishments in local development during his recently concluded term as a municipal councillor, which was well received by the local population. The CPDM views these challenges as crucial for repositioning and revitalizing political activism in support of the party. We need to have the 23 votes because for the Secretary General of the CPDM Central Committee, it all depends now on the friends of the President of the Republic to show that we share his ideology, that we are attached to him, and to consolidate his power. Following the recent presidential elections, the upcoming regional election will further strengthen the decentralization process in a spirit of democracy. The atmosphere at Parku Vita was electric as families, dignitaries and visitors gathered to celebrate the rich cultural legacy of the Kozime community. From traditional dances to the preparation of local dishes, every corner of the festival reflects pride in identity and history. C'est un peuple qui s'est divisé. Nous partageons le mythe de... The Kozime community is a people who were once divided.
But we share the myth of the kolelo, the sacred vine that allowed our ancestors to escape colonial oppression. This vine enabled our people to disperse across Gabon, the Central African Republic, Guinea, and predominantly in the east region of Cameroon. So 6 years ago, called by our ancestors, we decided to retie this vine and gather all Kozime brothers and sisters scattered worldwide. The festival not only celebrates culture but also seeks to unite the community and educate younger generations about their heritage. The chosen theme, culture, is a call to not let themselves be disconnected from their roots, to keep their identity despite technological progress. You have to know where you come from to know where you're going. Traditional rituals performed illustrate the Kozime's spiritual and social values, attracting thousands of visitors. It has an objective, bringing together sister communities and showcasing our culture. This mini festival is taking place in Douala today and in surrounding areas inhabited by the Douala people and their neighbors. It's actually in prelude, announcing the big festival that will take place from December 15 to the 21st. To all these people, I can only say be united, be supportive, and through your values of loyalty and solidarity, I think these values will continue to be sustained and passed on from one generation to the next. If we celebrate our own culture and respect that of others, I believe we will live in a peaceful world, a world of conviviality. That's the message I'd like to convey to all Cameroonians. Let's highlight the positives in our culture, and that will form the foundation of national integration. The Mini Kozime Cultural Festival is more than a celebration. It's a living classroom of culture, identity, and community spirit. With performances, cultural exhibitions, and traditional food, it reminds everyone of the importance of preserving heritage in a modern world.